Alors que les négociations ont permis, enfin, en ce 468e jour de guerre, d'ouvrir la voie à la libération de certains otages, la situation reste incertaine pour de nombreuses familles, notamment la famille Calderón. Et justement, Ange Dan Calderón, le cousin d'Ofer, qui est toujours captif, qui est un de ces deux Français toujours captifs dans la bande de Gaza, est avec nous ce matin sur Radio J. 15 mois maintenant qu'il vit avec sa famille dans l'attente de retrouver son cousin, mais aussi tous les autres finalement. La liberté attendue au bout du tunnel, si je puis dire. Et nous sommes avec Ange Dan Calderón justement en direct. Bonjour. Oui, Lana, bonjour. Ah, ravi d'être avec vous, Ange, de vous entendre. Ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas parlé, effectivement. Alors, la question est simple. Pour commencer, j'aimerais connaître votre émotion à l'approche de la trêve, des premières libérations. Quelles sont vos pensées ? Une joie retenue, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, une joie retenue, un peu d'amertume en pensant aux disparus et à tous ces mois de souffrance. Une joie retenue, un espoir contenu. Une joie retenue, un espoir contenu, effectivement, Ange Dan Calderón. Alors, on ne sait pas pour l'instant si Ofer fera partie des libérés. C'est aussi ça la grande question. Théoriquement, il en fait partie puisqu'il a plus de 50 ans et que les hommes de plus de 50 ans et éventuellement blessés, ce qui semblait être son cas, en tout cas au début, donc il fait partie de la liste, entre guillemets, au même titre que Rohad d'ailleurs. Oui, et alors on espère évidemment qu'il est vivant. Normalement, Ofer est vivant. Comment la famille vit cette attente ? On l'a dit, Erez et Sahar, ses enfants ont été relâchés déjà il y a plusieurs mois. Quel retour vous avez en Israël de son ex-femme et de ses enfants ? Dans les termes que je vous ai dit, bien sûr, une impatience terrible qui ne va que s'accroître. Ces enfants ont besoin de lui après ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, après la souffrance qui leur a été infligée du fait de la détention de leur père, après la disparition de leur grand-mère, Carmela, que je veux citer de nouveau ici, et de leur petite cousine Noya. Donc les enfants sont bien entendu dans un état psychologique de souffrance extrême, et bien entendu, cela s'ajoute l'absence de leur père. Donc pour eux, c'est plus qu'une volonté, un espoir, c'est un rêve qu'ils ont depuis déjà maintenant des mois et des mois et des mois, comme nous tous, qui attendons le retour de tous les otages. Bien entendu, il y a toujours cette attitude on ne peut plus macabre de la part du Hamas qui se refuse à dire qui d'entre eux est vivant et qui d'entre eux est mort. Comment peut-on exercer un chantage pareil ? Seul le Hamas, les islamistes sont capables de cela. Et une fois de plus, ils le font, Ilana. Alors, beaucoup d'appréhension, on l'entend et on entend votre émotion aussi, Ange Dan. Alors, certains critiquent par ailleurs cet accord, disent qu'il est très favorisant pour le Hamas. Est-ce que vous comprenez toutes ces critiques où, justement, la libération des otages doit passer au-dessus de tous ces faits politiques ? Bien sûr, je comprends les réticences. Force est de constater, on ne peut pas le nier, qu'une fois de plus, Israël va payer un prix exorbitant quand on regarde les proportions des échanges, 50 prisonniers pour une femme, 30 pour un homme, ces marchandages de vie humaine contre plusieurs vies humaines, ça quelque chose d'indécent, au-delà du terrible, c'est indécent. Mais nous sommes obligés de faire avec. Et c'est ce que nous faisons. Le président Herzog l'a dit mieux que moi. C'est un devoir pour nous. Nous avons malheureusement des antécédents et des exemples antérieurs. Celui, bien sûr, bien connu de Gilad Shalit, noir libéré contre Gilad Shalit. Donc voilà, vous évoquiez aussi tout à l'heure, ça m'importe moi de souligner cela, et j'aimerais que les gens, pas seulement les auditeurs de Radio J, j'essaye de le faire sur les autres chaînes, mais je me fais couper un peu la parole. Quand on regarde ce qui se passe place des otages, où l'émotion est perceptible, au-delà du perceptible, mais elle est retenue et on y voit tout le monde. En revanche, les scènes de liesse, entre guillemets, à Gaza, ce qui me choque terriblement, c'est qu'on n'y voit que des hommes, Ilana. Et ça, c'est quelque chose qui devrait interpeller tout le monde. Il n'y a que des hommes, et le plus souvent avec des kalachnikovs, ce qui n'est pas le cas place des otages.
Et c'est deux poids, deux mesures, encore une fois, entre la proportion des otages libérés et la proportion des prisonniers de l'autre. Cette disproportion dans les manifestations de joie doivent nous faire savoir que le chemin est encore long, difficile, et que le combat n'est pas terminé. Tout à fait, ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être pour que tous les otages soient relâchés. Eva, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Ange Dan? Oui, Ange Dan, effectivement, vous soulignez ce qui se passe à Gaza, ces manifestations de joie. En Israël même, nous disait la journaliste Rina Bassiste que nous avons reçue dans cette matinale sur Radio J, le retour des otages répare en quelque sorte quelque chose, même s'il ne peut pas tout réparer, répare la société israélienne. C'est de ça aussi que vous nous parlez quand vous nous parlez de la place des otages à Tel Aviv et des gens qui s'y retrouvent pour se réconforter? Malheureusement, sans vouloir être trop pessimiste, je ne pense pas que ça puisse totalement réparer la société israélienne, réparer le traumatisme du 7 octobre. Le chemin là-dessus est encore long. Il faut attendre les conclusions de l'enquête, de tout ce qui a mené à tout ça. C'est une accalmie souhaitée, une accalmie que nous accueillons tous avec bonheur, une joie, encore une fois, contenue, mais une joie réelle néanmoins. Mais malheureusement, je suis peut-être un peu moins optimiste que vous sur les conséquences à moyen et long terme sur la société israélienne. Là-dessus, je pense que le chemin est aussi long et difficile. Et vous qui connaissez justement les habitants des kibboutz du sud d'Israël, aujourd'hui, quel est leur regard sur la situation, sur la guerre actuellement? Parce que beaucoup de questions se posent sur l'après-Gaza. Comment ça va se passer après dans la bande de Gaza? On sait que Tsahal va se retirer progressivement. Les habitants des kibboutz, avant le 7 octobre, favorisaient la paix, étaient pour la paix avec les Palestiniens. Aujourd'hui, est-ce que leur regard a changé sur la situation? Vous qui, justement, êtes proche de la famille Calderon aussi. Écoutez, ma famille de gauche sont d'un pacifisme et d'un optimisme indécrottable. Et c'est un compliment, ce n'est pas une critique. Ils ont toujours été favorables à la paix, favorables à l'entente entre les populations, et ils ont toujours vécu comme un coin dans la bûche l'attitude des politiques, qu'ils soient d'un côté de la frontière avec Gaza ou de l'autre. Mon cousin Ouri avait de nombreux amis gazaouis. Concernant Niroz, que je connais particulièrement, puisque toute ma famille est de ce kibbutz-là, je mentionnerai les amis de Niroz qui vont contribuer à la reconstruction du kibbutz avec la volonté des habitants qui l'ont exprimé, l'association Vie Brisée que nous avons constituée dès le lendemain du 7 octobre. Et toutes ces associations vont aider dans la mesure de leurs moyens, si ce n'est à la reconstruction elle-même, en tout cas la prise en charge des gens traumatisés par cet épisode. Donc voilà, tous ces gens-là sont dans un esprit de reconstruction, et c'est bien. Et vous pensez que la paix est encore possible avec les Palestiniens? La paix forcée, malheureusement aujourd'hui les populations civiles, les gens comme vous et moi, il y en a, à part pouvoir parler sur Radio J et prendre la parole, nous avons malheureusement peu d'influence sur les faits réels, forcé de le reconnaître. Donc la paix forcée, sous les menaces de M. Dutre, mais pourquoi pas? La paix est bonne à prendre, quels que soient les moyens par lesquels on y arrive. J'aimerais, du coup, les souhaits de M. Macron sont quand même très tendance, comme on dit maintenant, pour... Ah oui, c'est intéressant parce que Emmanuel Macron sur Twitter a parlé de calvaire injustifiable, on a eu l'impression, plus référence aux Gazaouis qu'à la souffrance des Israéliens. C'est aussi comme ça que vous l'avez ressenti? Bien sûr, Ilana, bien sûr, Ilana. Cela m'a fait penser aux belles marquises, vos yeux me font mourir d'amour, vos beaux yeux de Monsieur Jourdain dans Molière, parce qu'il aurait suffi qu'il prenne ses ciseaux et qu'il découpe sa phrase autrement, et qu'après les 15 mois de souffrance injustifiable, il parle d'abord des otages, de leur famille, des Israéliens et des Gazaouis, au lieu de faire le contraire. C'est exactement... Je vous invite à faire l'exercice
sans changer un seul mot, de ce qu'il a dit. Il suffit d'y changer l'ordre. Et ma foi, j'ai tendance à penser que ça démontre le désordre qui règne dans la tête de notre cher président. Il aurait dû mettre sa phrase dans un autre ordre. Et toute et la face du monde, si je puis dire, aurait été différente, sans parler du nez de Cléopâtre. Merci beaucoup, Ange-Dan Calderon. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Et merci pour votre émotion. On espère évidemment le retour d'Ofer Calderon et des 97 autres otages dans la bande de Gaza au plus vite, de retour à la maison. Merci infiniment et à très bientôt.